Bienvenue pour ces conférences, ce cycle de conférences sur l'intelligence artificielle. Merci de ce cycle de 3 conférences. Merci d'être venus si nombreux. Comme en témoigne l'affluence, l'intelligence artificielle est devenue une véritable question de société. Ce qui, dans les années 2000, n'était qu'un beau rêve ou peut-être un horrible cauchemar, est aujourd'hui un enjeu technologique, politique et philosophique. Celui qui détiendra le secret de l'intelligence sera le dirigeant de demain. Au XIXe siècle, la théorie de l'évolution avait remis en question la supériorité de l'homme par rapport à l'animal. Aujourd'hui, les formidables succès de l'intelligence artificielle remettent en cause la différence entre l'homme et la machine dite intelligente. C'est une question philosophique, mais elle nous interroge aussi sur le futur de l'homme et son rapport à la machine. Que sera l'homme du XXIe siècle ? Les cinéastes ont bien compris à la fois la profondeur philosophique d'une telle question et les rêves ou fantasmes qu'elle peut engendrer. Par exemple, Stanley Kubrick, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, met en scène un super ordinateur, HAL, qui est programmé pour mener à bien la mission coûte que coûte et qui prend le contrôle d'un vaisseau spatial pour éviter que les astronautes ne le débranchent. De même, dans le film Terminator, le système Skynet prend le contrôle des armes et cherche à exterminer l'humanité au profit des machines. Et aujourd'hui, on ne compte plus les films qui s'interrogent sur une éventuelle domination de la machine sur l'homme. Les cinéastes jouent sur nos fantasmes, mais ces fantasmes, en réalité, nous imprègnent profondément. Stephen Hawking a déclaré en 2014 que l'IA pouvait signifier la fin de l'espèce humaine, car les hommes seraient incapables de rivaliser avec cette intelligence artificielle. De même, Elon Musk a affirmé en 2022 sur X que ChatGPT était effroyablement bon et que nous n'étions pas loin d'une IA dangereusement forte. Et pour Ray Kurzweil, l'apôtre de la fusion homme-machine, qu'il appelle la singularité, l'IA montre que la singularité est plus proche que prévu. C'est le titre de son dernier livre, paru en juin 2024. Et selon ses prédictions, l'IA sera au niveau de l'intelligence humaine en 2029 et la fusion homme-machine aura lieu en 2045. Notez sur vos agendas. Le rêve de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'un automate doué d'intelligence, sous-tend également la recherche scientifique et les crédits qui lui sont alloués. L'article fondateur d'Alan Turing, en 1947, envisage la possibilité d'une machine intelligente et propose un test, le fameux test de Turing, pour reconnaître son existence. Et en 1956, la conférence de Dartmouth est l'acte de naissance de la recherche en ce qu'on appelle désormais l'intelligence artificielle. Et selon les chercheurs qui s'y rassemblent, une tentative sera faite pour trouver comment faire en sorte que les machines utilisent le langage, résolvent des types de problèmes jusqu'ici réservés aux humains et s'améliorent. Cette conférence crée une vague d'enthousiasme dans les années 1950 et 1960, enthousiasme qui va cependant se tarir devant les difficultés rencontrées. La recherche scientifique s'essouffle, ce qui engendre une période d'hiver de l'intelligence artificielle. Et depuis une décennie, nous vivons plutôt dans une nouvelle période d'enthousiasme, un nouvel été
qui est encore plus chaud que le précédent, et nous vous remercions d'être venus nombreux profiter du soleil avec nous ce soir sur la plage de Rangueil. Au milieu de cet été, quelques nuages viennent cependant nous rappeler que le rêve n'est pas encore la réalité. Et cette distance, qui est la condition de possibilité du rêve, suggère qu'il y a peut-être une erreur quelque part, et que le terme intelligence artificielle cache sans doute une profonde ambiguïté. Du point de vue des réalisations, il existe un écart important entre une IA dite forte ou générale, c'est-à-dire dotée des mêmes capacités intellectuelles que l'homme, et l'IA qui existe aujourd'hui. L'IA existante est une IA faible, c'est-à-dire dédiée à des tâches spécialisées et dénuée de toute émotion et de toute conscience. Fait de la reconnaissance d'images, de la génération de textes, des compétitions d'échecs ou de Go. Antoine Borde, qui est chercheur chez Facebook, disait que pour faire des machines vraiment intelligentes, nous n'avons même pas les ingrédients de la recette. Ce jugement contraste avec celui d'Elon Musk, que j'ai cité tout à l'heure, ou de Ray Kurzweil. Pour faire le point, il nous faut donc savoir ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est l'intelligence humaine. Pour appréhender ces enjeux, il nous faut faire le point sur ce dont nous parlons. L'IA apporte indéniablement une révolution, mais il faut bien comprendre ce qu'est cette révolution sur le plan scientifique. Et cela nous prémunira contre les rêves dangereux ou les cauchemars effrayants. L'erreur sur la nature de l'intelligence engendre des fantasmes qui peuvent conduire à de mauvaises décisions. Y voir plus clair nous permettra au contraire peut-être de prendre les bonnes décisions. Antoine Lorenz, qui fait de la recherche dans ce domaine depuis quelques années, nous y aidera. Et ce sera principalement l'objet de cette conférence, et frère Emmanuel Perrier terminera par une comparaison entre l'automate et l'intelligence humaine. En questionnant le lien entre l'homme et la machine, l'intelligence artificielle nous interroge sur la nature de notre intelligence. Et ce sont sans doute les algorithmes de génération de langage comme ChatGPT qui sont les outils les plus surprenants et les plus fascinants. L'IA nous éclaire en quelque sorte sur le fonctionnement de notre intelligence, mais elle nous oblige aussi à bien saisir ce qu'est l'intelligence humaine. Et ce sera principalement l'objet de la deuxième conférence, le lundi 10 mars. Enfin, il y a un enjeu pour l'humanité de l'homme lui-même. Les hommes raisonnables nous rappellent souvent que l'intelligence artificielle n'est après tout qu'un outil qui peut être mis au service d'une noble ou d'une mauvaise cause et qu'il suffirait de réguler son usage. Mais la philosophie de la technique du XXe siècle nous a fait comprendre que l'homme était aussi façonné par son outil. L'intelligence artificielle vient de l'intelligence humaine, mais l'intelligence humaine n'en sort pas indemne. Ces dernières années ont fréquemment pointé ce danger dans l'éducation. Nous avons peur que les étudiants n'apprennent plus à réfléchir par eux-mêmes en faisant faire leurs devoirs par l'intelligence artificielle. Mais le questionnement sur ces enjeux éthiques doit s'élargir et nous l'aborderons dans la troisième conférence qui portera sur l'éthique de l'IA le 31 mars. Dans l'Écriture sainte, celui qui donne un visage humain à ceux qui n'en a pas entre dans l'idolâtrie. L'Ancien Testament nous appelle sans cesse à nous détourner des idoles, qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Et nous pourrions transposer la formule à l'intelligence artificielle. Elles reconnaissent des formes, mais ne les voient pas. Elles exécutent des tâches, mais ne les comprennent pas.
Derrière le rêve de l'IA se profile premièrement la question de notre rapport à notre humanité, qui est l'image de Dieu. Ainsi, et deuxièmement, la tentation de la connaissance absolue. L'idolâtre cherche indûment, dans une œuvre qui sort de ses mains, la connaissance totale et universelle qui revient à Dieu seul. Il la consulte comme un oracle. Derrière les enjeux technologiques, derrière les enjeux philosophiques, se cachent donc des enjeux humains et religieux, et c'est ce que nous tâcherons de faire apparaître dans ces 3 conférences. Je laisse maintenant la parole à Antoine. Bonjour à tous, je suis Antoine Lorenz. Je suis chercheur je travaille chez Thales depuis 2 ans environ en tant que data scientist. Et plus précisément, j'ai effectué plusieurs projets sur de la génération de texte, la génération d'images à partir de descriptions textuelles. Et je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir et d'avoir une audience aussi nombreuse. Et tout simplement, en fait, j'aime beaucoup ce domaine, parce que c'est mon métier, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc je suis ravi de pouvoir en parler et d'avoir des gens qui m'écoutent. Donc aujourd'hui, j'ai pas du tout vocation à faire quelque chose de très spectaculaire, à montrer des grandes choses, etc. Mon but à moi, ça va être simplement d'essayer d'expliquer les fondamentaux pour qu'il y ait une vision un peu claire de qu'est-ce qui permet à ces algorithmes de fonctionner et quels sont les ingrédients qui permettent à ces algorithmes de fonctionner correctement. Donc pour ça, je vais commencer tout d'abord simplement avec une toute petite définition sur l'informatique. Pour reprendre les choses là où elles sont au début, qu'est-ce que l'informatique? J'ai pris la définition de Wikipédia que je trouve très éclairante, je vais la lire. L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution de programmes informatiques hébergés par des dispositifs électriques électroniques qui sont du type système embarqué, ordinateur, robots et automates. J'ai souligné une partie de la définition parce qu'il y a tous les éléments en fait, qui sont vraiment clés dans l'informatique. Toute la partie traitement automatique, ça va correspondre au fait qu'un ordinateur est autonome dans l'exécution de sa tâche et il va effectuer de manière automatique un traitement. Les choses qu'il veut manipuler, ça va être de l'information qui va être encodée sous forme d'octets à l'intérieur de l'ordinateur. Et donc ça va représenter des informations numériques, ça peut être des images, des textes, plein d'autres choses. Et ce traitement automatique, il va être gouverné par l'exécution d'un programme informatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un être humain qui va écrire une liste d'instructions, et cette liste d'instructions va permettre à l'automate de savoir quelle tâche réaliser précisément. Et enfin, pour que tout cela puisse fonctionner, et ben en fait, il va y avoir un dispositif électrique ou électronique, donc c'est comme un moteur, qui va permettre à ce que chaque instruction puisse effectuer un changement dans la matière et qui correspond effectivement à ce qu'on souhaite réaliser comme traitement de l'information. Donc on va vraiment avoir toutes ces étapes, tous ces éléments qui sont vraiment clés. Une définition plus courte, l'informatique au niveau pratique, c'est un calculateur qui fonctionne avec des algorithmes, tout simplement. Donc un calculateur, il prend des algorithmes et il les exécute. Au niveau schématique, on va avoir à chaque fois une entrée qui va être quelque chose sur laquelle on veut travailler, un jeu d'instructions qui va être toutes ces différentes exécutions qu'on souhaite réaliser, et à la fin on va obtenir une sortie. Et donc l'exemple le plus classique qu'on donne lorsqu'on veut présenter un algorithme, on présente la recherche d'itinéraire par GPS. C'est-à-dire on va avoir notre position, ensuite on va avoir également une destination et de la cartographie, et ensuite on va écrire un jeu d'instructions, donc la recherche du meilleur itinéraire par un algorithme de type Dijkstra ou à l'étoile, etc. Donc plein d'algorithmes qui permettent de trouver le parcours optimal, et ensuite en sortie on va avoir le tracé de l'itinéraire qui nous intéresse. Donc ça c'est juste le cadre pour avoir de l'informatique, le cadre d'informatique classique. Moi ce soir je vais parler du deep learning, de l'apprentissage profond. Et avant même de rentrer plus dans le vif du sujet, je vais simplement présenter les cas d'usage. Les cas d'usage sont
un peu différent de l'informatique classique. Justement, dans un calcul d'itinéraire, on peut faire des calculs, on a des algorithmes où on connaît un peu, on a des manières d'envisager la solution avec notre intelligence humaine. Là, on va être dans des cas où, en fait, on ne va pas forcément savoir comment, par quel bout prendre le problème. Typiquement, en fait, on va avoir des problèmes où les données d'entrée vont être très complexes. En général, ça va être de la vision par ordinateur, donc reconnaissance d'images, détection d'objets. On va avoir aussi de la génération d'images, de textes, de la synthèse vocale, de la transcription, c'est-à-dire comment traduire de l'audio vers du texte. Et donc toutes ces tâches, si on demande simplement à un développeur voici un fichier audio, écrit un programme qui est capable de traduire tous les fichiers audio en texte, ça va être très 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 dur pour lui. Parce qu'on n'a pas de règles typiquement pour trouver facilement, pour convertir le son en quelque chose en texte, etc. Et donc le point commun de toutes ces applications, c'est qu'en entrée de notre algorithme, on va avoir une donnée qui est très complexe. Ce que j'appelle une donnée complexe, c'est une donnée multidimensionnelle. C'est-à-dire c'est un tableau de nombres gigantesque. Donc lorsque je prends une image par exemple, je vais avoir une image qui est composée d'une série de pixels, donc plein de petits carrés de différentes couleurs, et ça va encoder l'image que je vois. Chaque pixel va avoir 3 niveaux, un niveau de rouge, un niveau de bleu, un niveau de vert. Et donc si je mets tout ça de bout en bout, je vais avoir 3 fois le nombre de pixels en termes de nombres en fait. Et donc je vais avoir des millions de nombres, de millions de variables qui vont représenter une seule donnée. Et à partir de ça, je suis censé transformer ces millions de nombres en, par exemple, un numéro qui va m'indiquer la classe de mon image. La classe, c'est-à-dire l'étiquette, si c'est un chat, si c'est un chien, parmi un ensemble de classes possibles. Donc, c'est pour ça qu'en sortie, on va avoir soit une donnée qui peut être plutôt simple, c'est-à-dire un nombre ou deux, ou un score, ou pas beaucoup de choses, mais on peut aussi obtenir des données qui sont complexes en sortie. Par exemple, lorsque je parle de génération d'images, mon algorithme en sortie va me fournir chacun des nombres, chaque valeur de chaque pixel, etc. Et il doit calculer tout ça, donc c'est une donnée qui est très complexe à fabriquer, à sortir. Donc ça va être la sortie de mon algorithme. Et donc maintenant, je vais parler un peu de l'idée sous-jacente au deep learning. C'est-à-dire, par rapport à l'informatique classique, tout à l'heure on avait une entrée, un jeu d'instructions et une sortie. Et en fait, maintenant l'idée c'est de dire, mon entrée, je sais que ça va être une liste très très grande de nombres. Cette liste très très grande de nombres, je vais effectuer des opérations mathématiques dessus. Des sommes, des additions, des multiplications, parce que somme et addition c'est pareil. Donc, des sommes, des multiplications, des cosinus, des sinus, plein de choses, plein de fonctions. Mais en plus de simplement transformer mon entrée, je vais utiliser, il y a un petit ajout en haut de mon schéma, en bleu, que j'ai appelé les poids, qui est une autre suite, un autre tableau de nombres en fait, qui va aussi entrer en compte dans les équations mathématiques que je vais utiliser. Et donc, je vais utiliser mon entrée et mes poids, en bleu. Je vais les transformer avec ces opérations mathématiques et je souhaite obtenir la sortie désirée. Et donc, comme j'ai dit, la sortie, ça peut être plein de nombres qui représentent une image, comme ça peut être juste une classe, un score, une probabilité d'appartenance à quelque chose, une prédiction de plein de choses, de la météo de demain, etc. Donc ça va vraiment être le cadre dans lequel on se met. Et donc il y a deux questions qui arrivent maintenant. C'est quelles sont ces opérations mathématiques, lesquelles on va effectuer, dans quel ordre, qui décide quelles opérations vont être effectuées. Et la deuxième question, c'est quels sont ces poids, ces nouveaux nombres qui sont apparus. L'entrée, je la connais parce que c'est dans mon application, je la connais, l'entrée. Par contre, ces nouveaux nombres, quels sont-ils? Comment je les détermine? Et donc, pour répondre à la première question, je vais vous donner des exemples plus tard d'opérations mathématiques qu'on va effectuer sur les données et un peu comment est-ce qu'elles interagissent avec les données. Mais ça va être le rôle du data scientist. C'est-à-dire que c'est le data scientist qui va déterminer la succession des opérations et le type d'opérations que vont subir les données. Et au niveau des poids, donc c'est tous les nombres qui sont dans le carré bleu, et bien en fait on va utiliser un algorithme pour calculer les poids. Donc on va utiliser un programme qui va calculer
des valeurs qui vont permettre d'exécuter un deuxième algorithme en fait, qui sera l'algorithme que je recherche. Qui va enfin transformer mon entrée en sortie. Et donc cet algorithme s'appelle la rétropropagation. Comment ça fonctionne? On a besoin d'avoir un ingrédient pour effectuer la rétropropagation. Ça va être d'avoir une base de données. C'est-à-dire j'ai besoin d'avoir des exemples en entrée et des exemples de sortie. Comment je vais m'y prendre? Au tout début, je vais commencer par initialiser mes poids, c'est-à-dire chacun de mes nombres, au hasard. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des poids au hasard, des nombres, et ensuite je vais effectuer les opérations mathématiques que j'ai décidées en tant que data scientist avec mon entrée et les poids. Et donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une sortie qui sera aléatoire, parce que mes poids sont initialisés au hasard. Donc quand je fais des opérations entre des nombres au hasard et des nombres pas au hasard, ça fait des nombres au hasard. Et donc, une fois que j'ai ces nombres au hasard, ma sortie, ça va être assez loin de l'exemple de sortie que j'attendais en fait. Donc en fait, il va y avoir ce qu'on appelle une erreur. Et on va calculer une distance, ou une métrique, un score, qui va m'indiquer à quel point, en un seul nombre, en fait, ce nombre-là va représenter la quantité d'erreurs que j'ai effectuées sur la prédiction, sur la sortie qui a été effectuée. Et une fois que j'ai calculé cette erreur, eh bien, je vais faire comme un peu machine arrière. Je vais utiliser, c'est la boucle qui est ici optimisation, la flèche optimisation en fait, c'est-à-dire que je vais remonter toutes les opérations mathématiques qui ont été faites pour savoir comment modifier les poids en bleu de telle manière à ce que la distance soit un peu réduite. Et donc, ça, je vais expliquer en détail comment ça fonctionne, cette histoire d'optimisation, comment est-ce qu'on fait pour retourner en arrière, pour modifier les poids légèrement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si effectivement ça marche de modifier un petit peu les poids, en fait, on va faire ça en boucle. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple d'entrée, on va effectuer les opérations mathématiques avec les poids, on va obtenir une sortie, on va calculer la distance. Une fois qu'on fait ça, on rétropropage, c'est-à-dire on regarde comment modifier les poids pour que la distance soit un peu plus faible, pour que mon erreur soit un peu plus faible. Je change les poids dans la direction qui a été calculée, ça veut dire que je vais un petit peu augmenter ou un peu diminuer les poids selon qu'il faut les augmenter ou les diminuer. Et ensuite je prends un nouvel exemple d'entrée, un nouvel exemple de sortie et je recommence. Et je fais ça en boucle jusqu'à ce que, au final, ma sortie soit de plus en plus proche de mes exemples de sortie. Donc ça c'est l'algorithme de rétropropagation. Alors comment est-ce qu'on va l'effectuer cette rétropropagation? Comment est-ce qu'on fait pour changer ces poids? En fait, lorsque je vais décrire mes opérations mathématiques en tant que data scientist, je vais utiliser une bibliothèque de code, donc un ensemble de fonctions, etc., de code source, de telle manière à ce que dès que j'effectue une opération mathématique, l'ordinateur, en plus d'effectuer l'opération mathématique, va retenir les opérations qui ont été effectuées. Donc plus précisément, l'ordinateur va construire ce qu'on appelle un graphe de calcul, ou un graphe computationnel. C'est une structure de données qui encode toutes les opérations qui ont été effectuées. Donc là, je vous montre le graphe de calcul de la fonction log de xy. Pour qu'un ordinateur puisse calculer le log de x fois y, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir en entrée x et en entrée y. Il va effectuer la multiplication de ces deux quantités et il va obtenir la quantité intermédiaire qui est nommée v ici. Et ensuite, il va calculer le logarithme de cette quantité intermédiaire v et obtenir la quantité w qui va être ma sortie. Et donc ça, c'est une structure de données qui permet d'expliquer ou d'encoder, de mémoriser les opérations qui ont été effectuées pour passer de x et y à w. Si y est positif, il me suffit d'augmenter x. Si y est positif et que j'augmente x, alors v va nécessairement augmenter. En revanche, si y est négatif et que j'augmente x, alors v va diminuer. Et l'ordinateur va être capable de calculer ça, parce que si je lui enseigne, enfin non, c'est pas l'enseignement, si on code qu'une multiplication, sa dérivée c'est justement la dérivée de dérivée sur d x et y, alors nécessairement on va être capable au niveau informatique de coder ces dépendances entre variables et de savoir comment faire pour augmenter le résultat d'une opération à partir des entrées de l'opération.
Et donc ça, on appelle ça une passe arrière. La passe arrière, c'est comment est-ce que je fais pour calculer les variations d'entrée pour obtenir la variation de sortie. Et donc je continue en rajoutant le logarithme pour être sûr. Donc c'est le même exemple, il n'y a rien de nouveau, c'est juste pour expliquer comment ça va se passer. Si maintenant j'effectue le logarithme de la quantité V et que j'obtiens ainsi W, et que je souhaite, ce qui va se passer, c'est que du coup, mon ordinateur va également construire le graphe de calcul au niveau des blocs verts, qui sont les blocs de dérivation en dessous. Et plus précisément, mon ordinateur va savoir que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur V, et que du coup, si c'est une fonction croissante, le logarithme, ça monte. Donc si j'augmente V, que c'est une fonction croissante, W va aussi augmenter. Proportion de 1 sur V, parce que c'est sa dérivée. Et donc, j'obtiens la manière dont W va varier en fonction de V. Et ça, je peux le combiner à ce qui a été calculé avant, justement sur le fait que mon V, je sais comment il varie en fonction de mon X et de mon Y. Je sais que si mon X augmente, mon V va augmenter ou diminuer parce que l'ordinateur avait déjà calculé ça avant. En fait. Et donc, je suis capable de combiner, d'enchaîner finalement ces résultats-là. Et c'est ça qu'on appelle une passe arrière. C'est le moment où en fait on va enchaîner toutes les dérivées en les multipliant. Et donc, du coup, à la fin, on va être capable de dire comment va évoluer la quantité W, qui est le produit de plusieurs opérations, à partir simplement des données d'entrée. Donc je vais être capable de dire, bon, bah, si mon X augmente, alors mon V va augmenter, et donc mon W va augmenter. Et si mon Y diminue, par exemple, alors mon V va diminuer, et mon W va également diminuer. Et en fait, on pourrait faire énormément d'opérations. Peu importe le nombre d'opérations, c'est pas grave, on peut en faire autant qu'on veut. Tant qu'on est capable de calculer, tant que la bibliothèque qu'on a connaît la dérivée de la fonction qu'on utilise, alors elle va être capable de calculer les dépendances des variables et savoir ce qu'une variation en entrée va pouvoir effectuer en sortie. Donc ça, c'est propagation avant, propagation arrière. Et donc, c'est la seule formule du jour. C'est la règle de la chaîne. Donc la règle de la chaîne, c'est justement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'une variation... Donc là, ce qui est un peu dommage, c'est que la formule, elle n'a pas les mêmes variables que celle d'avant. Donc le Y et le X ne sont plus à côté. Maintenant, on a D1Y qui va être finalement la variable de sortie, d'une certaine manière. Si je veux savoir comment elle évolue, si je change X, et que j'ai deux variables intermédiaires qui vont être U et V, alors D1Y sur D1X, ça va être la variation de Y par rapport à U, multiplié par la variation de U par rapport à V, multiplié par la variation de V par rapport à X. Finalement. Et lorsque je vais faire une passe arrière, c'est un algorithme récursif qui utilise ce résultat qu'il a calculé précédemment. Ensuite, il utilise la formule analytique qu'il connaît sur la dérivation de la fonction actuelle. Et ensuite, il passe la main à son futur lui-même, parce qu'il est récurrent, c'est-à-dire que la passe arrière va continuer en fait, et après, ainsi de suite, on va pouvoir obtenir finalement la variation de la sortie finale en fonction de l'entrée initiale. C'est ça qui nous intéresse. Donc avec ça, j'espère que vous êtes toujours là. Et avec ça, ce que je voulais illustrer, c'était que en fait, entre le poids et la distance, il n'y a que des plus et des fois en gros. C'est ça qu'il faut retenir. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de remonter avant pour savoir comment modifier les nombres pour faire diminuer la quantité finale. Du coup, Pourquoi calculer la distance? Il faut connaître la sortie. Donc on va avoir, la distance, c'est la valeur finale qu'on veut minimiser. C'est-à-dire ce qu'on souhaite, c'est avoir une distance qui soit la plus petite possible entre mon exemple de sortie et ma sortie. Et du coup, ma distance, ça va être la dernière quantité que je souhaite minimiser, et je souhaite introduire une variation décroissante en fait de ma distance, de telle manière à ce qu'elle soit plus petite. Et donc cette variation décroissante, je vais rétropropager en faisant une passe arrière pour savoir, tiens, tel point en fait je suis censé l'augmenter légèrement pour que ma distance diminue un peu. Et tel autre point, il faut que je le multiplie un petit peu par un négatif pour ça. Il faut que je le fasse un peu diminuer pour que ma distance diminue, etc. Et donc, grâce à ça, en fait, on va savoir chacun des poids, chacun des nombres qui sont dans le carré bleu,
s'il faut qu'ils augmentent ou qu'ils diminuent. C'est ça qui nous intéresse en fait. Et une fois qu'on sait du coup que chaque nombre doit augmenter ou diminuer, et ben on va appliquer cette règle, c'est-à-dire qu'on va appliquer l'augmentation ou la diminution. Et ensuite on va utiliser des facteurs pour savoir de combien on augmente si on doit augmenter, de combien on diminue si on diminue, etc. Et voilà. Donc ça on appelle ça le taux d'apprentissage, mais c'est pas forcément très important. Donc ça c'est la rétropropagation. Donc c'était le premier gros élément dont on avait besoin en deep learning pour optimiser finalement et pour que petit à petit on arrive à avoir un bon algorithme. La deuxième question qu'on se pose maintenant c'est quelles sont ces opérations mathématiques, lesquelles on va faire, pourquoi est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il existe des bonnes opérations qui vont transformer nos données d'entrée en sortie, pourquoi ça marcherait, combien je mets d'opérations, en fait on a plein de questions. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle un réseau neuronal. Réseau neuronal, c'est inspiré de biologie. C'est à peu près tout, je dirais son avis personnel après. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un réseau neuronal va contenir un ensemble de couches. Donc chaque couche va être des opérations mathématiques qui vont être appliquées successivement. Et chaque couche, ça va être une opération mathématique entre mon entrée, toujours la même, une image, un texte ou quoi que ce soit, donc une série de nombres, plus aussi des poids. Donc une partie des poids. Donc là, mon poids θ, je l'ai décomposé en θ1, une série de nombres pour la couche 1, en θ2, une série de nombres pour la couche 2, θn, une série de nombres pour la couche n. Et à partir de ça, je vais avoir mon entrée qui va faire des opérations au sein de la couche 1 avec θ1. Ensuite, ça va passer à la couche numéro 2, ainsi de suite. Et donc la couche, ça va être comme une unité élémentaire de calcul au sein du réseau neuronal qui va permettre de transformer la donnée. Et donc, je vous propose d'illustrer la couche la plus importante du deep learning. Et pour ça, j'ai choisi un petit exemple. Donc là, en fait, j'ai dit que le deep learning c'était fait pour les données en haute dimension. Et vous allez être déçus parce que là, c'est un exemple en 2 dimensions. C'est-à-dire j'ai qu'un plan en fait ici. Donc clairement, c'est pas le bon cas d'usage pour moi. Mais c'est pas grave, c'est facile parce qu'au moins on peut regarder. Donc là, en entrée, j'ai une base de données avec une série de points qui sont de 2 couleurs. Donc en entrée de mon algorithme, je vais avoir un point. Un point, c'est quoi? C'est 2 valeurs. Une valeur en abscisse, une valeur en ordonnée. J'ai envie de faire un algorithme qui soit capable de récupérer. Je lui donne le point, donc c'est-à-dire je lui donne les 2 valeurs des coordonnées du point, et je veux qu'il soit capable de me donner la couleur. Je veux qu'il me donne 0 si c'est du bleu, 1 si c'est du rouge, grosso modo. Pour être un peu plus précis, j'ai envie qu'il me donne un score de bleu et un score de rouge. Pour ça, je vais avoir 2 axes en sortie. Je vais avoir un axe score de bleu et un axe score de rouge. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il mette tous les points bleus avec un très fort score de bleu, donc tout en haut, et un score de rouge qui soit faible. Donc c'est pour ça que j'aimerais que tous les points bleus soient en haut à gauche de mon graphique. Et tous les points rouges, j'ai envie qu'ils obtiennent un score de rouge très élevé, donc ils sont tout à droite, et un score de bleu très bas, donc ils sont tout en bas à droite. Donc j'ai envie de faire, j'aimerais bien que mon algorithme il soit capable de prendre ces points-là en entrée, qu'il les transforme de telle manière à ce que les points bleus soient tous rassemblés en haut à gauche, et que les points rouges soient tous rassemblés en bas à droite. S'il arrive à effectuer correctement cette tâche, alors je pourrais l'utiliser sur des points où je ne connais pas la couleur, les faire passer par mes opérations mathématiques. S'ils arrivent tout en haut à gauche, je dirais que c'est un point bleu, et s'ils arrivent tout en bas à droite, je dirais que c'est un point rouge. Et en plus, si c'est vraiment très très loin en haut à gauche, je saurais que c'est un point bleu bien bleu, et si c'est un point tout en bas à droite, je sais que c'est un point rouge bien rouge. Donc on va commencer avec la première couche, la couche linéaire. Une couche linéaire, c'est une opération mathématique qui est simplement une multiplication matricielle. Une multiplication matricielle, ça correspond à quoi? Donc là, j'ai ma matrice, c'est une série de nombres. Ici, je vais avoir mon vecteur d'entrée, donc c'est le point que j'ai choisi. Ce que je vais faire, c'est que pour calculer la nouvelle coordonnée de mon point, je vais faire W11 fois x0 plus W12 fois x1 plus B1. Donc en fait, je suis en train de faire que des opérations de type produit et somme. Et en fait, c'est une interprétation géométrique.
C'est-à-dire que quand je fais ce type d'opération, ce que j'effectue, fondamentalement, c'est des rotations de mes points, des étirements, je dilate l'espace. Je peux le compresser aussi, je peux le compresser tellement fort que je projette, c'est-à-dire je supprime une dimension, et je peux effectuer des plongements. Un plongement, c'est lorsque je plonge un point dans un espace supérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette opération linéaire, ce qu'elle va faire, plus précisément affine, parce qu'il y a un terme affine ici, cette opération, en fait, elle va effectuer un plongement, c'est-à-dire que mes données étaient sur un plan, et hop, on les voit dans l'espace maintenant. Elles ont 3 coordonnées. Donc elles ont une de plus qu'avant, c'est un plongement. Et en plus, on va effectuer une rotation. Et la rotation, elle est à peu près, on dirait, à 45 degrés d'après ce qu'on voit. Elle est un peu comme ça. Donc ça, c'est la première couche. Bon, pour l'instant, on voit que nos bleus et nos rouges, ils sont toujours tous à côté. Donc c'est pas très intéressant. Il faudrait que mes bleus et mes rouges se rassemblent dans des coins de l'espace pour commencer à... Parce qu'à la fin, j'aimerais qu'ils soient tout en bas à gauche et tout en bas à droite, comme on se souvient. Et donc, si... La difficulté, c'est que si on effectue des couches et des couches de forme linéaire, ben en fait, on va que faire des rotations, des translations, des dilatations, mais mes points rouges, ils vont toujours rester un peu en carré comme ça, ou en losange, si je les tords un peu, quoi. Mais ils vont toujours rester à côté, et ils vont jamais se rassembler. Donc en fait, la classe des opérations linéaires, elle n'est pas assez expressive pour pouvoir permettre la déformation, la transformation dont j'ai besoin. Et c'est là où il va y avoir une grande idée, du coup. Et la grande idée, c'est d'introduire de la non-linéarité. La non-linéarité, c'est quelque chose qui va casser la structure intrinsèque des données. C'est-à-dire que là, la structure, en fait, ma forme linéaire, elle la préserve d'une certaine manière. J'arrive pas trop à déformer les données comme je veux. Elles sont toujours un peu comme à l'origine, quoi. Et donc, j'appelle relu. Relu, c'est-à-dire rectified linéaire. Et donc pour comprendre ce que fait relu, c'est ce que font les profs de maths quand on est en prépa. Quand on est en prépa et qu'on n'a pas très bien compris son cours, on obtient des notes négatives de temps en temps. Sauf que les notes négatives, c'est pas pratique dans les moyennes, parce qu'après on a des moyennes négatives, etc. Du coup, le prof, il fait un relu dessus. C'est-à-dire, si tu es négatif, on te met à 0. Et si tu es positif, t'es positif, c'est bien. Donc en fait, relu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les négatifs et il les projette sur 0. Et les positifs, ils restent positifs. Et donc plus précisément, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait un petit carré ici. Là. Ça, on appelle ça l'octant. L'octant, le premier octant, c'est-à-dire c'est là où toutes mes composantes sont positives de mon vecteur. C'est-à-dire que si je regarde chacun de mes axes, par exemple x2, et bien là, je vais être x2, il va de 0 à 3 dans mon carré. Ensuite, x1, là, il va de 0 à 3 aussi. Et x0, il va de 0 à 4. Donc, toutes mes valeurs, tous les points qui sont dans ce carré-là, ont des composantes qui sont toutes positives. Et relu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les composantes qui sont négatives et il va les projeter jusqu'à ce que ça fasse 0. Et donc, typiquement, tous les points qui sont à droite, en rouge, se sont retrouvés projetés contre l'octant, la paroi, la face, qui se retrouve ici, là. Donc, on voit tous les points qui ont été projetés, ils ont été jetés, quoi. Tous les points qui sont en bas, là, ils vont se retrouver projetés aussi au-dessus, sur la face inférieure de l'octant. Et tous les points qui sont bleus, et ben eux, ils sont carrément un peu dans l'octant qui est en fait en face, quoi. Ben ceux-là, ils vont se retrouver projetés pile poil dans le point 0, 0, 0, là, qui est là. Et là, on voit que c'est super intéressant ce qui vient de se passer. Pourquoi? Ce qui est super intéressant, c'est que... vous ne voyez pas? Ce qui est super intéressant, c'est que mes points bleus, ils commencent à être à peu près tous à côté. Voilà, et en plus, bon, ça c'est moi qui les ai alignés quand j'ai mis la caméra, parce que je trouve ça intéressant ici. Mais voilà, donc le premier truc qui est très intéressant, c'est que tous les points bleus commencent à être alignés. À être un peu dans la même zone. Et les points rouges, ils sont un peu dispersés à côté, mais finalement, on arrive presque à les séparer. On est presque capable de mettre une feuille de papier pour séparer les points bleus d'un côté et les points rouges de l'autre. Et ça, c'est une très très bonne propriété. C'est-à-dire qu'on a presque résolu le problème, finalement. Et donc, et effectivement, deuxième truc intéressant, effectivement, on était dans un plan toujours. Ça, c'est parce que tout à l'heure, on était linéaire. Donc là, en fait, mes bleus qui étaient dans l'octant, ils n'ont pas été modifiés par le relu. Donc ils sont toujours plans. Toujours, ils ne sont pas bougés.
Et donc, moi, quand j'ai vu ça, en fait, ces opérations, c'est pas moi qui les ai faites. Justement, j'ai entraîné un petit modèle, etc., pour voir, et ensuite j'ai analysé, j'ai regardé les opérations que ça faisait sur les points pour voir ce qui avait été trouvé, quoi. Mais ça, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. C'est le mécanisme d'optimisation que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a ajusté les rotations, les nombres, et en fait, ça a fait un truc intéressant. C'est-à-dire que ça a mis de telle manière à ce que tous les bleus se retrouvent au même endroit, en tout cas ici, et que la non-linéarité a été utilisée au maximum, quoi, si on pourrait dire. Et en fait, malheureusement, moi quand je vois ça, je croyais que c'était déjà terminé, quoi. Je me suis dit, c'est bon, il ne faut plus qu'une opération linéaire pour gagner. En fait, j'ai pas réussi à faire converger l'algorithme si je rajoutais pas une deuxième couche. Je sais pas pourquoi. Donc j'étais un peu déçu. Mais bon, donc ce qu'on fait, c'est que quand on n'y arrive pas avec une couche, on en met deux. C'est-à-dire qu'on refait encore une rotation. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, la rotation, elle a en plus fait une projection. Elle a un peu... Avant, là, on avait un peu deux axes rouges, un ici, un ici. Et en fait, ça les a clapés ensemble. Et ensuite, là, les points bleus, ils sont toujours comme avant, finalement. Mais là, on voit que clairement, on commence un peu à distinguer les structures qui sont un peu mises à part de chaque côté. Et ensuite, de nouveau le relu, paf, on se fait plaquer comme ça, pour les points rouges. Et donc là, vraiment, les données sont bien séparées, quasiment. Et donc il ne manque plus que la dernière opération linéaire qui va permettre, à partir de ces points-là, directement de mettre les points en bas à droite, rouge, et de mettre les points à gauche, les points bleus en haut à gauche. Donc c'est ce qui va se passer. Et donc voilà la sortie de l'algorithme. Donc on n'est pas en l'infini, c'est normal, c'est pas possible. Mais en tout cas, on a bien tous les points bleus qui sont en haut à gauche, les points rouges qui sont à peu près en bas à droite. Et donc on voit qu'on a quand même quelques points qui sont mal classés. C'est-à-dire que mon algorithme, il n'est pas entraîné au max, il a quelques erreurs en fait. Typiquement, le point rouge qui est un peu au-dessus, les transformations qu'il a subies l'emmènent assez proche de l'origine. Donc c'est un endroit où le réseau n'est pas forcément très sûr, ça veut dire que le score est assez faible, mais il est quand même classé dans un endroit où il a un score bleu plus élevé que le score rouge. Donc c'est une erreur. Et à droite, j'ai retraduit la même sortie, mais dans l'espace d'entrée, juste pour expliquer un peu ce que faisait le réseau, où est-ce qu'il se trompait, où est-ce qu'il faisait bien. Et donc tous les points rouges, c'est les points d'entrée. Et donc la couleur qui est dessous, c'est la prédiction du réseau. C'est comme si j'avais pris chacun des points du plan, j'avais effectué transformation linéaire, relu, etc. Et je regarde la valeur que j'obtiens, le score. Donc on voit que finalement, il a quasiment bien réussi à faire les carrés. On n'est pas très loin. Par contre, c'est pas tout à fait droit. Et plus on est vers 0, on a du blanc, ça veut dire que c'est une zone où effectivement les deux scores sont un peu équivalents au niveau des deux classes, au niveau des prédictions. Et en plus, on voit qu'on n'est pas parfaitement droit, on a quelques points qui sont mal classés, donc on peut les reconnaître, les points qui sont mal classés en fonction de l'endroit où ils sont. Voilà, donc là, je vous ai juste donné un exemple pour vous introduire les premières couches et les types d'opérations qu'on fait. En fait, en deep learning, on ne va rien faire de plus que ça. C'est-à-dire que, grosso modo, on va juste avoir des données qui sont en plus grande dimension que dans le plan, typiquement en dimension 1 million presque, lorsqu'on a une image, etc., ou lorsqu'on a du texte, c'est aussi en dimension très 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 grande. On va aussi faire des rotations, mais un peu plus maligne, parce que faire une rotation avec un point qui a 1 million de composants, c'est trop coûteux. Donc on prend des sous-échantillons de mon vecteur, et on fait rotater juste quelques composantes entre elles en fait. Et donc il y a deux ingrédients qui font que ça marche en fait. La non-linéarité est cruciale, elle va permettre de changer la structure des données, de faire des transformations qui sont beaucoup plus intéressantes. Et la deuxième bonne propriété, c'est ce plongement en fait. C'est-à-dire qu'au moment où je m'autorise à avoir plus de degrés de liberté, je vais avoir au niveau géométrique beaucoup plus d'espace pour effectuer des transformations, pour mettre dans un coin des points, dans un autre coin des autres, etc. Et donc lorsqu'on met en même temps des plongements et de la non-linéarité, c'est là où on va pouvoir utiliser au maximum les espaces de grande dimension. Avant qu'il y ait de la non-linéarité, mon espace très grand, il ne servait à rien. Je pouvais faire des rotations, etc., mais j'étais finalement dans un plan. Et au moment où j'introduis de la non-linéarité, on voit bien que d'un coup mes données,
elles sont vraiment en 3D. C'est-à-dire j'en ai qui sont dans un plan, mais j'en ai d'autres qui sont sur un autre plan, d'autres, etc. Et donc si je fais plusieurs fois ce type d'opération, j'utilise vraiment toutes les dimensions de mon espace en fait. Et donc, ça a été formalisé avec 2 théorèmes qui s'appellent les théorèmes d'approximation universelle. Et ces théorèmes, ils indiquent que si j'ai un espace de dimension très grand, je suis capable d'approximer n'importe quelle fonction avec une seule rotation et un relus. Et ensuite, je refais une projection dans mon espace d'entrée. Donc ça, c'est pour dire la puissance du fait d'avoir un très grand espace. Et la deuxième stratégie, c'est si j'ai pas forcément un espace très grand, mais je m'autorise à faire énormément de rotation et énormément de projections de relus, et si j'ai une profondeur infinie, alors je peux aussi approximer n'importe quelle fonction. C'est-à-dire que je suis capable de représenter n'importe quelle transformation de points d'entrée en sortie. Ça, c'est les 2 théorèmes d'approximation universelle. Et c'est ça qui va permettre aux data scientists, non pas d'avoir une assurance que ça va marcher, mais de savoir que s'ils augmentent la taille de leur réseau, la profondeur, donc le nombre de couches, s'ils augmentent la largeur, c'est-à-dire le nombre de neurones qu'ils ont dans leur réseau, alors ils vont avoir des résultats et des transformations qui vont de plus en plus approximer correctement les sorties qu'ils ont besoin d'approximer en fonction des entrées. Simplement par des opérations mathématiques que je vous ai présentées. Et donc, de manière un peu plus actuelle, bon, c'est bof actuel parce que ça date de 2014. Donc c'était il y a 11 ans déjà. Et il y a 11 ans, comment est-ce qu'on traitait de l'image avec des réseaux convolutifs. Et les réseaux convolutifs, en fait, c'est comme des couches linéaires. Exact, les convolutions, c'est comme des couches linéaires. Sauf qu'en fait, au lieu de considérer toute l'image comme un seul vecteur avec toutes ces dimensions à la fois, on va simplement, pour chacun des pixels, considérer seulement les valeurs qui sont autour, en fait. Et on va faire des rotations, etc., simplement avec un petit patch de l'image pour que ce soit beaucoup moins coûteux. Et ensuite, en effectuant ça sur chacun des pixels chacun des patchs de mon image, je vais effectivement réussir à transformer mon image jusqu'à obtenir à la fin un vecteur de taille 1 fois 1 fois 1000. C'est-à-dire que je suis en train de transformer une donnée avec 1 million de paramètres en un tableau qui n'en a plus que 1000. Et sur chacun de ces 1000, je vais avoir la probabilité d'appartenir aux classes du dataset. Là, le dataset, c'est ImageNet, la base de données, c'est ImageNet. Et donc ImageNet contient 1000 catégories d'objets. Ça peut être des avions, des chats, des chiens, des voitures, etc. Et donc la sortie de mon algorithme, ça va être la probabilité d'appartenir à un chien, d'appartenir à un chat, d'appartenir à un avion, d'appartenir à ça. Et du coup, en fait, quand on dit qu'une IA va prédire quelque chose, c'est qu'elle va prendre une donnée, la transformer progressivement par des opérations jusqu'à obtenir la donnée de sortie qui nous intéresse. Et donc, il y a plusieurs manières d'introduire de la non-linéarité. On a vu le relus, il est présent ici. Il y a aussi du max pooling, c'est une autre manière d'introduire de la non-linéarité. Et enfin, les fully connected, c'est les couches denses que je vous ai présentées, ou les linéaires, c'est pareil. Donc ça, c'est les réseaux qui ressemblent plus à ce qu'on peut utiliser en détection en reconnaissance d'images, etc. Et donc, maintenant, il reste un petit point à éclaircir, un petit point à ajouter, c'est qu'en fait, si on prend juste un exemple d'entrée et un exemple de sortie qu'on essaye d'améliorer la distance simplement par rapport à une seule donnée, et ça va pas bien marcher. Ça va pas bien marcher parce que c'est comme nous, pour qu'on comprenne un peu les rotations qui s'effectuent, on a besoin d'avoir plein de points. C'est pour ça que j'en ai pas fait qu'un seul de points, j'en ai fait 500. Quand on était ici, là il y a 500 points, c'est pour qu'on comprenne un peu où sont réparties les données en fait. Là c'est exactement pareil pour la rétropropagation. Si on a une seule donnée, en fait, les optimisations qu'on va faire sur les poids ne vont pas être pertinentes sur l'ensemble des images ou sur l'ensemble des données. Et donc on va être obligé de prendre ce qu'on appelle un batch ou un mini-batch, c'est-à-dire un ensemble de données d'entrée. Ensuite, on va faire les opérations classiques, on va obtenir un ensemble de sorties. On va comparer cet ensemble de sorties à l'ensemble des exemples qu'on avait, et ensuite on va calculer une unique distance qui va être la moyenne de tout ça. Et le but, ça va être du coup de rétropropager. Donc faire une moyenne, c'est aussi faire des plus et des fois, donc c'est pareil, on peut remonter. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier les poids pour que la distance moyenne diminue. C'est ça qui va être intéressant, c'est pas juste une distance, c'est une distance moyenne.
moyenner sur un ensemble de données. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'en fait, ça va un peu, c'est ça qui va engendrer l'utilisation des machines dont on a besoin en fait. Si je pouvais faire qu'à partir d'une seule donnée, j'aurais pas forcément besoin d'avoir énormément de machines en même temps pour tourner pour que l'apprentissage puisse marcher. Tandis que le fait que je sois obligé de moyenner, ça va introduire un changement d'échelle au niveau de mes entraînements. Et donc je termine sur cette petite slide qui explique les différences entre justement la partie entraînement et la partie inférence. Donc ce que je veux qu'il soit clair à la fin de mon propos, c'est que justement en IA, en fait, il y a vraiment deux programmes. Un programme optimisation et un programme j'utilise le programme que j'ai construit. Enfin, à l'époque, j'ai trouvé. C'est pour ça que si vous dites à ChatGPT pourquoi est-ce qu'il ne se corrige pas tout seul quand vous lui faites une remarque, c'est parce qu'il n'a pas fait tourner l'algorithme d'entraînement, il ne va pas tourner tout seul, quoi. Donc il faut qu'il y ait des data scientists qui récupèrent des données, ensuite qui utilisent des machines spécialisées, qui fassent tourner le programme dont je vous ai parlé, et peut-être que ça va améliorer les choses. Mais à partir juste d'un seul exemple, on ne peut rien faire en fait. On pourra jamais, la machine ne va jamais progresser avec un seul exemple. Et il faut des architectures spéciales, etc. Donc au niveau des données, lorsqu'on utilise l'entraînement, lorsqu'on fait un entraînement ou l'optimisation, on va avoir une base de données qui va contenir des millions ou des milliards d'exemples d'entrée et de sortie. Donc toujours un couple exemple entrée, exemple sortie. Lorsqu'on va faire de l'inférence, donc lorsque je vais utiliser mon modèle, je vais simplement avoir la donnée qui m'intéresse, sur laquelle j'ai envie d'avoir ma prédiction. Donc si je fabrique des images, lorsque je fais de la génération d'images, mon entrée, ça va être ma description textuelle, donc une phrase en langage naturel qui va indiquer l'image que je souhaiterais obtenir. Ou sinon, c'est une image, et j'aimerais savoir ce qu'il y a dessus. Au niveau hardware, donc matériel, là on reboucle un peu sur la définition de l'informatique. Et en fait, pour que ça puisse tourner, on a besoin de matériel spécialisé. Et donc là, on utilise des cartes graphiques, des GPU. Ce sont des cartes, donc des processeurs informatiques qui sont spécialisés dans le calcul en parallèle. Le calcul en parallèle, en fait, il est très présent en intelligence artificielle à cause justement de toutes les multiplications matricielles qu'on effectue. Ces multiplications matricielles, on peut les effectuer chacune en parallèle les unes des autres. Lorsque je vais calculer ma composante x' 0, je fais W1 fois x0 plus W2 fois x1 plus B1. Et lorsque je fais x crochet 1, je fais W1 fois x0, non c'est W2 fois x0 plus W22 fois x1, etc. Et en fait, tous ces calculs-là, je peux les effectuer en parallèle. Je peux calculer en parallèle x crochet 0, x crochet 1, etc. Ces calculs-là ne sont pas dépendants les uns des autres. Et donc, comme je vous ai dit, si on a des millions de composants, en fait, on a des millions de calculs à faire en parallèle. Et donc, on utilise des processeurs, donc des outils, qui permettent d'effectuer tous ces millions de calculs en parallèle sans perdre de temps. Parce que j'utilise un processeur de mon PC qui a 16 cœurs, il peut faire 16 opérations en même temps. Chaque cœur peut faire une opération. Sauf que là, en fait, avec les cœurs, avec les GPU, on peut faire plusieurs milliers d'opérations en même temps. Pour un seul clock de l'horloge, je peux faire plusieurs milliers d'opérations en même temps. Donc il y a un vrai changement d'échelle. Et ça introduit un facteur 10, 100 ou 1000 de vitesse entre l'utilisation d'un GPU et l'utilisation d'un CPU. J'ai mis 3 GPU pour dire qu'on a besoin de beaucoup de GPU quand on fait un entraînement. Justement, le fait qu'on doit utiliser des batchs de données, donc beaucoup de données d'entrée, etc. Et en fait, on va avoir besoin de beaucoup de machines qui travaillent en même temps, qui sont connectées en réseau en général, avec des technologies spéciales, pour que les machines, chacun ait leurs données, fassent passer les opérations mathématiques, ensuite moyennent ensemble et qu'on rétropropage sur les points, etc. Au niveau software, j'ai mis PyTorch, c'est ce qui est utilisé le plus utilisé aujourd'hui comme framework de deep learning. Avant, on parlait pas mal de TensorFlow par Google, maintenant c'est PyTorch par Meta et Facebook. Et en temps et en énergie, on a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire tourner cet apprentissage. Ça peut passer de quelques heures GPU. Moi, ce que j'ai fait, ça a duré 30 secondes, donc c'était pas beaucoup. Ça peut durer jusqu'à des millions d'heures GPU. Des millions,
Et pour faire des millions d'heures GPU, on fait des milliers d'heures sur des milliers de machines en parallèle en fait. C'est tout. Et ça coûte cher. Et niveau de l'inférence, donc on a une entrée qui va être la donnée. En inférence, lorsqu'on utilise un modèle, soit on peut utiliser du GPU, donc pour aller plus vite, mais dans certains cas, si on n'est vraiment pas très pressé, etc., c'est pas impossible d'utiliser son CPU, de son PC, etc. Et donc ça peut se faire sur les modèles de langage, en fait, on peut faire des inférences directement sur CPU, etc. C'est pas le plus rapide, mais ça peut marcher, ça peut convenir dans des cas spécifiques. Mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup, enfin, ça va dépendre. Au niveau software, eh bien, soit on peut utiliser PyTorch, qui propose aussi d'effectuer les opérations, mais en fait on n'est plus du tout obligé d'utiliser PyTorch. Pourquoi pendant l'entraînement utilisé? C'est parce qu'il permettait justement de faire tout le système de dérivation automatique. Donc c'est-à-dire comment je faisais pour actualiser mes poids. Mais une fois que j'ai trouvé mes opérations et que je connais l'ordre pour les faire, je peux même les faire avec un stylo si j'ai envie. Ça va être un peu long, mais c'est possible. Ou sinon, je peux utiliser d'autres frameworks qui sont autres que PyTorch. Et enfin, en temps et en énergie, l'inférence, elle va dépendre de l'échelle du déploiement. Ça veut dire que si j'effectue si j'infère mon modèle juste chez moi tout seul, ça va pas forcément prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Par contre, si je décide de déployer un service pour que des millions d'utilisateurs puissent se connecter et utiliser un chatbot, bah alors je vais avoir beaucoup plus de machines que ce qu'il m'a fallu pour entraîner le modèle, à cause de toutes les multiplications que je vais devoir faire, etc., de toutes les opérations que je vais devoir faire. Donc voilà, donc mon propos s'achève. J'espère que les éléments vont être un peu... Merci beaucoup Antoine. Donc là on vient de plonger dans les entrailles et je propose de faire un petit zoom arrière justement pour maintenant qu'on a bien saisi, en tout cas peut-être approché de la saisie de ce qui se passe dans ces machines, nous sommes équipés pour mener à son terme la conférence de ce soir. Qu'est-ce que l'IA ? Tout d'abord, lorsque on parle d'intelligence artificielle, on rassemble deux termes, intelligence et artificielle, c'est-à-dire qui est l'adjectif de artefact. Autrement dit, on rapproche d'un côté ce qui est l'activité naturelle la plus élevée que nous connaissions dans l'échelle de la vie, dans les vivants, ce qui est intellectuel, intelligence, c'est le plus élevé, et d'autre part, un artefact, c'est-à-dire un produit de l'art. Un art, l'art qui fait quelque chose, et qui fait une œuvre. Dès lors, l'expression intelligence artificielle peut se prendre en deux sens. Dans le premier sens, intelligence artificielle est prise de manière forte. Nous produirions une véritable intelligence, ce qui placerait notre artefact au sommet de l'échelle de la vie. Et la question que l'on doit se poser alors, c'est est-ce qu'on le peut? Parce que, à vrai dire, nous ne savons même pas produire une simple cellule vivante. Donc, pouvons-nous produire, par un artefact, ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle de la vie? Il faudrait peut-être déjà commencer par la cellule. À défaut de sens propre, intelligence artificielle, une vraie intelligence produite comme une œuvre d'art, l'expression intelligence artificielle admet aussi un sens large. On parlera d'un artefact intelligent, non pas parce qu'il serait une intelligence, mais parce qu'il a une ressemblance avec notre intelligence. Il y a quelque chose de notre intelligence qui se trouve réalisé d'une manière semblable dans la machine.
Et donc, dans ce cas-là, le projet n'est plus de produire une intelligence, d'abolir la frontière entre l'art humain et la nature, mais de faire du ressemblant. Comment fabriquer un objet ressemblant au vivant? Eh bien, la solution classique, c'est de faire un automate. Le terme automate est très ancien. On le trouve chez Homère, dans, je vous ai mis la citation, les portes de l'Olympe qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Voilà un automate. Et dans notre langue, chez Rabelais, qui nous fournit une judicieuse définition héritée du Moyen-Âge. Les petits engins automates, c'est-à-dire se mouvant eux-mêmes. À titre d'exemple, pensons au petit singe automate tapant sur un tambour et qui a fasciné des générations d'enfants et d'adultes. La raison en est, cette fascination, que par rapport au vrai singe, l'automate est plus ressemblant que le singe en peluche, précisément parce qu'il se meut lui-même, comme le font les vivants. Donc, concentrons notre attention sur cette ressemblance particulière qui consiste à se mouvoir soi-même comme le font les vivants. D'où est-ce que ça vient? Se mouvoir soi-même, c'est avoir en soi un principe de mouvement, ce qu'on appelle avoir un moteur. Donc, comparons nos trois variétés de singes. Le singe en peluche est complètement passif. Si on veut qu'il batte sur un tambourin, il faut lui saisir les bras et agiter ses bras sur le tambourin. Autrement dit, avec le singe en peluche, le moteur est extérieur et le singe en peluche est seulement mu par un autre. L'automate apporte une innovation de ce point de vue. On a inséré le moteur, qui était extérieur, on l'a mis à l'intérieur. Au lieu d'être mu par un autre, il peut donc se mouvoir lui-même. Maintenant, le singe vivant. Le singe vivant, lui aussi, se meut lui-même. Mais du point de vue du principe de mouvement, donc il ressemble au singe automate, parce qu'il se meut lui-même. Mais du point de vue du principe de mouvement, la différence est abyssale. Car à l'intérieur d'un vrai singe, il n'y a pas de moteur pour mettre une machine en route. Dans un vrai singe, tout ou presque est en mouvement tout le temps. Et c'est pourquoi, en raison de ce mouvement qui anime le corps du singe en permanence, on doit poser l'existence d'un moteur qui est à la fois distinct et uni à ce corps du singe, ce qu'on appelle une âme. Ainsi, par le moteur, l'automate se meut lui-même. Et de même, par ressemblance, par l'âme, le singe se meut lui-même, mais il a ceci de plus qu'il se meut par lui-même. Nous voyons donc qu'il y a entre l'automate et le vivant à la fois une différence de nature, et une ressemblance du point de vue de l'opération. D'un côté, la différence de nature. Avec l'automate, un moteur est placé à l'intérieur de la machine. Le vivant, au contraire, est une seule réalité avec son principe de mouvement. Il est mu par lui-même, alors que l'automate est mu par le moteur. Il n'est pas une seule réalité avec son moteur. D'un autre côté, en parallèle
différence de nature, il y a une ressemblance dans la manière d'être porté à l'opération. Car l'automate, comme le vivant, se portent eux-mêmes dans leur mouvement. Ainsi, de même que le singe automate n'est pas un vivant, mais ressemble au vivant en se mouvant lui-même, de même l'IA n'est pas une intelligence, mais elle ressemble à une intelligence en se mouvant elle-même. On lui envoie une requête et elle produit elle-même une réponse. Comment est-ce qu'on réussit cet exploit? C'est ce que nous a expliqué Antoine. Tout le mécanisme, l'extrême finesse de mécanisme qu'il faut pour arriver à produire cette ressemblance de l'intelligence. Quelque chose qui se meut lui-même. Le moteur, comme on l'a vu. D'abord, donc, pour faire une IA, il faut faire une machine. L'IA, c'est fondamentalement une machine, mais une machine très sophistiquée. Par machine, j'entends ici des sous-systèmes qui sont assemblés et qui sont asservis autour d'un moteur. Ce moteur qui, justement, fait que la machine se meut elle-même. Donc, commençons par une machine simple. J'ai pris une machine dont je ne connais rien, le motoculteur. Le motoculteur sert à travailler la terre, c'est-à-dire une chose. Il fonctionne avec un moteur thermique qui donne des mouvements de rotation. Et enfin, s'il se meut lui-même, pour la rotation de ses lames, le motoculteur a besoin d'être guidé par l'homme en prise directe durant toute la durée d'usage de la machine. Ça, c'est la machine, je dirais, la plus accessible pour nous. L'ordinateur, lui, a un autre objet et on passe à un degré de complexité supérieur. Parce que l'ordinateur ne traite pas des choses, ne travaille pas sur des choses, mais il traite des signes. Et pour ce faire, il a encore besoin d'un moteur matériel, parce que c'est une machine, parce que toute machine est intrinsèquement liée au monde des corps, donc il va falloir un moteur matériel. Mais ce moteur matériel, un processeur, est le support d'un moteur logiciel consistant dans des instructions de traitement de signes. En conséquence, l'ordinateur doit d'abord être programmé pour que, ensuite, on puisse se servir de ces programmes, les exécuter, pour que l'homme accomplisse des tâches grâce à ces programmes. Donc c'est encore l'homme qui a la main. C'est encore l'homme qui dirige l'ordinateur au travers des programmes qui ont été inscrits dans le moteur. Avec l'IA maintenant, on atteint un troisième étage de complexité. On assigne une nouvelle tâche à la machine parce qu'on ne lui demande plus simplement de traiter des signes, de faire des opérations sur des signes, mais de faire en sorte que ces opérations sur des signes soient un moyen de traiter le contenu de ces signes. Pour ce faire, il faut ajouter un troisième étage de moteur que l'on peut appeler, je vais vous l'expliquer juste après, une logique singulière qui va se trouver au-dessus du processeur et des programmes. Et c'est cette logique singulière dont Antoine nous a montré comment elle se met en place. Grâce à ce moteur, une fois passé un certain temps d'apprentissage, la machine sera capable de se mouvoir elle-même sans avoir besoin de l'homme pour la guider. Et on voit ici qu'on ne quitte pas le domaine des artefacts. On n'est en rien en train d'essayer de faire une intelligence.
on est en train de faire quelque chose qui ressemble à l'intelligence dans la manière d'opérer. L'IA a la nature d'une machine, elle n'a rien de la nature d'un vivant, et encore moins d'une intelligence. Mais cependant, elle est capable de produire des contenus intelligibles par nous, toute seule, sans intervention de l'homme. Et c'est en cela qu'elle ressemble à l'intelligence. Elle produit des contenus intelligibles, sans intervention de l'homme. Et en cela, elle ressemble à l'intelligence. Quel est le secret de cette ressemblance? En fait, comme on l'a vu, mais je voudrais insister là-dessus, tout se joue dans l'apprentissage, dans la mise au point de cette logique singulière qui est le moteur de l'IA. Pour le comprendre, prenons une analogie avec l'apprentissage de la marche chez l'enfant. Il s'agit d'un apprentissage extrêmement complexe. Anton nous a parlé de dimensions, quelquefois à 1 million de variables. Hein. On n'est pas à 1 million de variables d'entrée, mais du point de vue de la complexité du traitement, on est à des complexités, je pense, enfin, je ne saurais pas faire le calcul, mais enfin, en tout cas, vraiment de niveau très important. Puisque l'enfant qui apprend à marcher doit apprendre à mouvoir ses membres, à tenir compte de la stabilité sur le sol, et donc de sa réaction sur le sol, de l'équilibre des masses autour de son centre de gravité, en faisant notamment jouer les bras, du contrôle de l'équilibre par l'oreille interne, et de la maîtrise en plus d'un déplacement, c'est-à-dire d'un passage d'équilibre à un autre équilibre, en permanence. Donc, c'est un apprentissage extrêmement complexe. L'apprentissage, pour apprendre à marcher, consiste à traiter toutes ces données qui sont en train d'évoluer en temps réel, à les traiter à la volée. Il faut réagir au moment même où on perçoit le changement dans le déplacement. Et pour cela, on va susciter chez l'enfant la mise en place de ce que je vais appeler des schémas neurologiques de résolution de la marche. Et pour ce faire, on va répéter l'exercice dans des conditions simplifiées. On ne va pas commencer sur du gravier, on ne va pas commencer en pente, on ne va pas commencer avec les bras le long du corps, etc. Et ici, dans l'exemple, en fait, l'exemple reflète assez bien ce que fait l'ingénieur en IA. C'est-à-dire, il se place devant l'enfant, il se place au niveau du résultat qu'il veut atteindre. Il n'est pas en train d'expliquer à l'enfant, alors là tu lèves de 10 degrés ta hanche, là tu... etc. Ouais. Donc autrement dit, il ne fonctionne pas, ou très peu, par instruction pour guider les mouvements. Ce qu'il va faire, c'est se mettre au bout, au résultat, et susciter au travers de petites pressions, c'est-à-dire par exemple, très bien, vas-y, relève-toi, etc. Ça, ce sont l'équivalent des poids dans l'apprentissage, tout à l'heure, dont parlait Antoine. Ce sont des petites pesées sur l'algorithme qui permettent de rapprocher, de s'approcher du résultat que l'on attend. Et on répète l'exercice jusqu'à ce que ces schémas de résolution neurologique soient fixés, se soient figés. Figés pas au sens, chez le vivant, c'est pas définitif, mais suffisamment fixés pour qu'il n'y ait même plus besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Autrement dit, l'enfant, on lui apprend à marcher sans penser, sans intelligence.
Mais il a fallu beaucoup d'intelligence pour lui apprendre à penser. À marcher, pardon. Bien. L'apprentissage de l'IA ressemble à cet exemple. On établit le cadre de l'apprentissage et le résultat que l'on attend. Et l'apprentissage vise à mettre en place des schémas algorithmiques conduisant aux résultats qu'attendent les ingénieurs. Et l'intelligence humaine intervient pour sélectionner, valider, renforcer les meilleurs schémas conduisant aux résultats. De sorte que, à la fin de l'apprentissage, quand est-ce que se termine l'apprentissage? Lorsque on a fixé une logique singulière, c'est-à-dire une logique qui est celle des conditions d'apprentissage, des conditions dans lesquelles on a fait surgir ou fixer ces étapes. Alors les étapes, elles ont été, on l'a vu, hein, c'est très long, mais en même temps, sur la manière dont on obtient les meilleurs résultats, en sachant fixer les bons poids, les bonnes impulsions, les bonnes corrections, les bonnes rétropropagations, de telle sorte qu'on arrive à une logique singulière qui est une sorte de travail artisanal. Une IA, c'est une logique singulière attachée à un type d'apprentissage en fonction du résultat, des contraintes qu'on a mis, de ce qu'on a attendu, de la manière dont on a tiré les résultats vers le meilleur de ce qu'on pouvait arriver à tirer. Donc c'est un objet façonné ad hoc, hein, pour apprendre à une machine à approcher bêtement, par des algorithmes, les résultats qu'une intelligence lui a demandé et l'a habitué, lui a permis de mettre en place. Je finis. Une IA, donc, c'est un automate de l'intelligence, et ici, en ayant goûté Antoine, je vais rajouter, je pensais, on y reviendra dans la conférence suivante, mais de l'intelligence pratique, c'est-à-dire qu'une IA, c'est un automate qui vise à produire de l'intelligible. Donc, un automate est produire au sens d'arriver à un résultat. Un automate de l'intelligence pratique, consistant en un ensemble ordonné de logiques de résolution vers une fin, ce que j'appelle cette logique, hein, propre à telle IA, qui a été fixée par l'apprentissage sous contrôle de l'intelligence, qui est singulier, c'est-à-dire individualisé par cet apprentissage particulier, et fait pour évoluer dans le cadre contraint de cet apprentissage, portant sur des contenus de signes et intégré à une machine informatique. Et c'est pourquoi l'IA ne pense pas, mais elle est une machine à produire quoi? Des intelligibles qui nous servent à nous. Ça n'est pas une machine à penser, c'est une machine à produire des intelligibles qui nous sont utiles. Nous pouvons avoir un temps de questions, de discussion. Je voulais poser une question. Il semble que dans la science-fiction, il y a beaucoup d'auteurs qui projettent justement l'ordinateur comme une future machine à penser. Il me semble, non? Dans les science-fiction. C'est ce qui d'ailleurs pose le problème éthique, comme vous l'avez soulagé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Enfin, les cinéastes jouent sur l'ambiguïté entre qu'on a souligné plusieurs fois sur les termes intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a une erreur, et c'est ce qu'on essaie de montrer. Oui, il y a une frayeur aussi. Il y a une frayeur, tout à fait, oui, oui. Juste. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de le dire,
il y a une différence radicale entre une intelligence artificielle au sens fort, c'est-à-dire qui serait une intelligence, et une intelligence artificielle au sens large, qui ressemble à l'intelligence. C'est une différence radicale, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas penser qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Oui, c'est deux projets complètement différents. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre et qu'on se plaît à passer de l'un à l'autre? C'est que, à chaque fois qu'on voit du semblable, on est fasciné. C'est-à-dire, dès que je vois une machine qui me sort du texte comme moi je sors du texte, il y a un effet de fascination. Et un effet dans lequel, puisque c'est comme, ça doit être la même réalité. Oui, ça doit être la même nature. Ça doit être comme moi. Oui. C'est pas... Et donc, on passe du... Elle ressemble quand elle agit, dans sa manière de faire des textes. Par exemple, je prends ici une IA générative de texte. Quand elle fait des textes, elle ressemble à des textes que j'écris. Oui. Et donc, elle produit du texte. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un vivant qui soit derrière. Oui. Différence entre opération et la nature elle-même de la chose. Par exemple, vous parliez de l'ours, de l'automate, mais dans notre enfance, par exemple, il y avait le modèle de Pinocchio. Et Pinocchio, c'était je ne me souviens plus comment le menuisier, mais l'automate, on lui a donné des sentiments, on lui a donné l'apparence de l'humain. C'est une des grandes tentations de l'homme. Oui. Produire un vivant, semblable à lui. C'est le problème de automate. Pinocchio. Oui. Moi, je pensais aussi au subconscient. C'est l'ensemble des gestes qu'on a compris sans en avoir vraiment conscience, mais on a eu besoin de la conscience pour les acquérir. Conduire une voiture, on avait dû réfléchir. Bon. Ça fait penser à ça. Oui, bien fort. Vous n'avez pas du tout abordé la question de la qualité des données d'entrée. Or, dans le domaine de la biologie, je suis chercheur en biologie, dans le domaine de la biologie, c'est le mur face auquel on se cogne en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je donne un exemple, on peut individualiser les traitements contre le cancer, mais comme on n'est pas capable d'intégrer l'ensemble des données, des mécanismes qui se dérèglent individuellement dans la prévention du cancer, ben ça sert en théorie, mais ça sert très très peu en pratique. Oui, c'est vraiment exact. Donc, il y a une vraie difficulté sur l'obtention de données de qualité. Donc, ces machines-là, elles permettent de reproduire un couplage entre des données d'entrée et des données de sortie. Peu importe ce qu'elles sont, qu'elles soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité, la machine n'en sait rien, elle s'en fiche. Par contre, pour que ça nous soit utile, à nous, êtres humains, il faut que ça corresponde aux données sur lesquelles on va vraiment s'appuyer et le fait qu'on ait vraiment les bonnes conclusions aussi associées, bien sûr. Et donc, il y a une vraie question sur la qualité des données. Et donc ça, c'est clairement une des difficultés des apprentissages automatiques, mais c'est clairement pas la seule. En fait, il y a beaucoup de problèmes de stabilité aussi qui sont difficiles. Donc j'ai parlé de taux d'apprentissage, etc., mais il y a une série d'hyperparamètres fixés par l'ingénieur qui sont des nombres qui ne sont pas appris, ceux-ci, et qui vont indiquer comment l'apprentissage va se dérouler, est-ce que les poids vont changer beaucoup, pas beaucoup, etc. Et ça, il y a beaucoup d'ajustements à faire, et c'est vraiment le travail du data scientist de fixer tout ça, de permettre cet apprentissage. Et autre problème aussi, c'est que on peut être coincé dans ce qu'on appelle des minimums locaux. Les minimums locaux, en fait, c'est-à-dire que je peux faire diminuer ma distance et être de plus en plus proche. Ça ne veut pas dire que je vais être à zéro, en fait. Je peux être bloqué quelque part et ne plus avoir de direction optimale. Et donc ça aussi, c'est un des autres problèmes de l'apprentissage par des centres de gradient. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, en fait.
Donc oui, en fait c'est pas de la magie et tout ne fonctionne pas très bien. Pour que ça puisse fonctionner, il a fallu qu'il y ait des millions d'entrées justement pour que ça puisse un peu pallier au fait qu'il y ait des données qui sont un peu bruitées ou de mauvaise qualité. Mais ensuite il a fallu clairement passer à des réseaux qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on avait envisagé lorsque ces systèmes ont été conçus en fait. Ça c'est permis depuis peu avec les ordinateurs actuels. Donc les moteurs qui sont plus puissants qu'avant quoi. Si je reprends les termes du manuel. C'est une question qu'on a prévu d'aborder un peu de manière indirecte, mais dans la 3e conférence sur les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Quand on a préparé ces conférences, Frère Emmanuel nous montrait une image où on demandait à les physiciens de dessiner des physiciens du XVIIe siècle, je crois que c'est ça. Et il y avait des images de tous les pays, tous les continents, hommes et femmes. Parce que l'IA corrige artificiellement certains biais qui sont sur nos données. Donc les biais qui sont présents de manière consciente ou inconsciente dans nos données, ça représente un vrai problème moral. Il y a même la question de l'acquisition des données. Par exemple, quand vous êtes sur la question de la recherche scientifique, vous travaillez sur la bibliographie. Une actualisation de la bibliographie, c'est pratiquement les demi-journées pour la faire. Donc, parce qu'ils sont des articles tout le temps dans le monde entier sur un sujet donné sans arrêt. Donc, vous n'êtes jamais. L'apprentissage est tout le temps, il est en continu, mais avec des moyens qui deviennent. En termes d'énergie, pour l'énergie, la bibliographie, ça coûte une énergie. Cela dit, c'est là où l'intelligence artificielle se révèle la plus utile. C'est que lorsqu'on arrive à des types de données qui sont ingérables à cause de leur masse, j'ai entendu parler d'une technologie qui s'appelle système multi-agent. Et ce que j'en ai compris, c'est que c'est une technologie qui permet en fait d'apprendre à apprendre. Donc je ne sais pas si j'ai très bien compris ou pas, mais est-ce que finalement en automatisant la pondération, dont vous parliez, est-ce qu'en automatisant cette pondération, on ne peut pas aller vers un deuxième degré supérieur d'intelligence artificielle? Et de proche en proche, est-ce que quelque part, on ne peut pas imaginer un enfant, par exemple, qui serait seul sur une planète et qui, petit à petit, à qui on n'apprendrait rien de son corps, et qui, petit à petit, verrait que, en coordonnant ses orteils, puis ses mollets, puis ses jambes, finalement, il peut atteindre un résultat supérieur que simplement battre des pieds. C'est-à-dire qu'il peut marcher, se déplacer. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas imaginer finalement de proche en proche une technologie qui quand même atteindrait des niveaux supérieurs de ce qu'on dit là? Multi-agent, est-ce que vous parlez de modèles de langage ou pas forcément? Des SMA, des AMAS en anglais. Je ne connais pas suffisamment la technologie. D'accord. Mais plutôt pas nécessairement dans le langage, dans le codage de systèmes qui en fait reflètent un système complexe et très dynamique. D'accord. Je ne suis pas sûr de connaître ce type de système. Parce qu'effectivement, le terme multi-agent peut être aussi utilisé au niveau des modèles de langage, où en fait on utilise des méthodes de prompting pour effectivement reproduire des humains ou des choses comme ça. Mais, et même sans connaître la technologie, est-ce que quelque part en apprenant à apprendre, est-ce que quelque part on n'est pas en train finalement d'avoir une technologie qui peut vraiment augmenter d'efficacité, de puissance c'est une idée qui est fascinante. La difficulté, c'est que apprendre à apprendre, ça, c'est pas une tâche en fait. Enfin, comment dire, on apprend à transformer une entrée en sortie. C'est ce que font tous les ordinateurs, etc. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de masquer la complexité de l'entrée à travers des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus abstraites, et on perd un peu de vue après le fait que ce soit plus qu'une entrée et une sortie, et on va dire j'apprends à apprendre. Alors fondamentalement, en fait, on fait que de la transformation d'informations à travers à chaque fois des opérations qui sont du même type. Mais effectivement, par exemple, quelque chose qui s'y ressemble,
c'est en fait, il y a des réseaux de neurones qui sont capables, en sortie, de donner les poids dans notre réseau. Donc lui, c'est un réseau, on va l'entraîner, de telle manière à ce que sa sortie, ce soit la sortie de l'apprentissage de notre réseau. Donc c'est comme s'il avait appris, à peu près, j'ai l'impression. Ça peut être très utile dans plein de cas, si on n'a pas le temps de faire un apprentissage, etc. Mais en fait, on n'a rien révolutionné dans le sens où c'est toujours un réseau, où on aurait pu l'apprendre peut-être avec plus de temps, mais avec les méthodes d'avant. Et en fait, on ne se rapproche pas plus de l'intelligence en faisant ça. Fondamentalement, on n'est pas capable de faire mieux que d'imiter les couplages entrée-sortie, peu importe ce qu'on est en train de faire. Après, là, on va vraiment masquer la complexité, c'est en fonction des types d'entrées qu'on va choisir et de sortie. Et donc, dans la conférence suivante, on va beaucoup parler du langage, parce que c'est là où il va y avoir les choses les plus fascinantes sur la manière dont on va choisir en termes d'ingénieurs les entrées qu'on va mettre et les sorties, de telle manière à ce qu'on puisse savoir des intelligences artificielles qui sont capables de suivre des instructions, d'exprimer des opinions, etc., ce qui nous ressemble à des opinions, etc. Et en fait, ça, c'est juste des manipulations du design de la part des ingénieurs pour obtenir des coupes d'entrée-sortie qui vont permettre de répondre à certains types de questions ou d'interactions que l'on souhaite avoir avec la machine. Et ça nous paraît plus intelligent, mais ça marche pareil. Et c'est pas plus intelligent qu'avant, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas. Vous avez parlé d'intelligence, en fait, pour comparer, pour savoir si l'intelligence artificielle est vraiment une intelligence. Mais en fait, parfois on parle de plusieurs formes d'intelligence, et notamment il y a l'intelligence sociale. Et il me semble que l'IA n'intègre pas l'aspect émotion qu'a l'homme. Et de ce fait-là, c'est quand même quelque chose qui distingue, qui empêche l'intelligence artificielle de vraie intelligence. Il n'y a pas du tout cet aspect social. En fait, c'est que du calcul. Et du coup, ça peut pas. Je pense que ça semble vraiment un élément clé qui empêche l'IA d'être une intelligence. Oui, on va parler de ça plus en détail dans la deuxième conférence. On ne peut pas tout dire dans la première, mais là on est parti de... comme on dit, il y a plusieurs formes d'intelligence. Quand Frère Emmanuel comparait l'automate et l'intelligence humaine, c'est... En fait, il y a l'intelligence... Ici on parle de l'intelligence comme de la faculté spirituelle, qui a l'égal de la volonté, donc passe par des organes, mais ne nécessite pas forcément, a besoin de ces organes, mais n'est pas est spirituelle en elle-même. Et donc après, ça prend différentes formes dans la vie sociale, l'intelligence va s'exprimer de différentes manières. Effectivement, l'intelligence artificielle ne va pas exprimer cela, parce qu'elle n'est pas intelligente, mais je crois qu'il faut revenir à cette faculté spirituelle qu'est l'intelligence chez l'homme et que l'IA ne possède pas. Et que l'animal non plus ne possède pas. Alors monsieur... Sur la remarque précédente, par rapport à apprendre à informatique. Aujourd'hui, on commence à parler d'intelligence artificielle générative. C'est un début de sa capacité à produire pour une entrée plusieurs sorties et donc d'avoir un côté économique. En fait, oui, on parle d'IA générative, justement quand on parle de génération de texte, etc. Et fondamentalement, il n'y a pas de différence entre le génératif, fabriquer les données, discriminatif, dire ce que c'est. C'est-à-dire que c'est représenté toujours par la même chose, c'est-à-dire des opérations qui vont transformer en autre chose. C'est l'interprétation qu'on en fait, en fait, qui devient génératif. C'est-à-dire que... c'est l'interprétation qu'on en fait qui, pour nous, apporte une vraie différence. Les modèles génératifs, on va les utiliser comme des moteurs de fabrication de données, en fait. Tandis que les discriminatifs, on va les utiliser comme des choses qui servent à donner du sens à des données qu'on a déjà. Mais fondamentalement, ça va marcher de la même manière. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est qu'en général, les moteurs génératifs, leur entrée, elle va être un peu différente, c'est-à-dire que dans la génération, il y a un côté aléatoire. C'est-à-dire on est capable d'avoir plusieurs choses différentes. Et donc, on ne sait pas faire d'aléatoire en informatique, on fait que du pseudo-aléatoire, mais ça nous paraît d'aléatoire en fait. Et donc, à chaque fois, les modèles génératifs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va d'abord générer informatiquement du pseudo-aléatoire, qu'on a du bruit en fait, et ensuite on va avoir une machine qui
convertit ce bruit à travers les opérations jusqu'à quelque chose qui va être ressemblant à à des données qui sont crédibles, réalistes. Et donc on va avoir un élément un peu différent, c'est-à-dire un moteur dilatoire qui n'existait pas du tout dans les autres, parce qu'en fait l'entrée était donnée par l'utilisateur, tandis que là l'entrée est calculée au hasard, c'est-à-dire que la sortie ce soit juste l'entrée, enfin le hasard mais décodé en crédible en fait. Donc c'est ça la différence, mais fondamentalement, enfin, de mon point de vue, il n'y a pas d'intelligence nulle part en fait, enfin, dans tous ces algorithmes. Mais effectivement, il y a une différence technique. Oui. Ce que je comprends, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'algorithme finalement qui permet de créer une équation complexe et de la faire évoluer en fonction des entrées qu'on lui donne pour cette équation plus complexe sorte de solution. Donc finalement, ça devient une boîte noire, puisque une équation très complexe. Comment on peut connaître finalement la qualité de la sortie au final si on ne sait pas finalement comment créer cette solution? Comment on arrive à analyser la qualité Ça, c'est un domaine qu'on appelle l'explicabilité, et donc ça vise justement à savoir comment est-ce qu'on peut un peu essayer de comprendre les différentes couches, etc., qui sont mises en mouvement. Et donc c'est un peu finalement ce que j'ai essayé de vous faire juste avec 2 petites couches, mais c'était des rotations, etc. Qu'est-ce que ça veut dire rotation? Ça ne veut un peu rien dire pour nous, si ce n'est qu'au moins on avait un peu de la visualisation. Mais donner du sens aux opérations qui sont faites, c'est un domaine très complexe, et moi je pense que ça en a pas en fait. Enfin, ça n'a pas plus de sens que des rotations. Donc, par rapport à ça, en fait, on va jamais avoir un niveau de compréhension de ces algorithmes qui sera similaire à celui où c'est un programmeur qui va coder avec son intelligence humaine, en fait, qui va mettre des règles, etc., qui sont exprimées en fonction d'une vraie intelligence humaine. Donc là, ce sont juste des opérations qui sont trouvées par un algorithme, qui est l'apprentissage, mais il n'y a pas de sens, en fait. Et donc, et ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on appelle en général, il y a des modèles statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des boîtes noires, comme vous les appelez, même si on sait exactement comment ça marche au final. Donc c'est pas boîte noire, enfin juste sans sens, quoi. Mais qui statistiquement vont offrir des performances. C'est la seule chose dont on se soucie en fait, c'est la performance. À quel point je donne une entrée, quelle est la... Et ben, j'ai tant de pourcentage de chances d'avoir une sortie. Et au niveau statistique, avec une confiance de 95% par exemple, etc. Donc, ce sont des machines statistiques qui offrent des résultats, mais on n'a pas de certitude. Il y a des travaux de thèse qui essayent d'envisager des propriétés mathématiques des réseaux, etc., pour avoir une meilleure compréhension. Mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Peut-être que demain, on aura des meilleures certitudes. J'ai été interpellé tout à fait au début, lorsque vous avez dit qu'il s'agit du futur de l'homme et son rapport à la machine. Pour moi, le futur de l'homme et son rapport à la nature, c'est la priorité des priorités, donc son rapport au vivant. C'est un peu, me semble-t-il, comme si l'homme était pris d'un vertige et se regardait lui-même. C'est le mot d'idolâtrie que vous avez utilisé tout à l'heure. Voilà. On ne va pas développer, mais est-ce que vous pourriez, dans la 2e ou 3e conférence, essayer de faire un pont, plutôt que faire des oppositions, entre ce qu'on appelle développement durable, durabilité et intelligence artificielle? C'est-à-dire il y a des notions très concrètes, quantité d'énergie qu'il va falloir pour mettre tout ça en œuvre, d'une part, mais à l'inversement, en quoi l'intelligence artificielle peut permettre d'approcher le vivant, de mieux connaître le vivant, etc. J'arrête le sujet, mais je pense que ça apporterait un lien dans ces conférences qui viennent. Ah bon. Merci. Je veux bien vous aider. Quand on se pose la question de l'intelligence, de l'intelligence humaine, c'est la question de la supériorité de l'homme, de la place de l'homme par rapport à l'animal, aux plantes, à ce qui est artificiel. Donc c'est sûr, enfin,
ça engendre des questions qui rejoignent les questions écologiques contemporaines. Alors on ne va pas pouvoir parler, développer cette question écologique dans son... Mais vous avez soulevé la question, hein, le fait que ces algorithmes, le fonctionnement de ces algorithmes exige des énergies colossales, alors que le cerveau humain parvient à faire ça avec beaucoup moins d'énergie. Donc ça pose une vraie question écologique. Oui. Est-ce que l'IA peut un peu aussi apprendre d'elle-même et pas forcément pour le but pour lequel elle a été faite, le système d'entrée-sortie? Je prends un exemple qui est un peu random, mais par exemple, j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que l'IA n'arrivait pas à générer des images d'un verre rempli à ras-bord, un verre de vin ou tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas entraîné à générer ces images-là, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait elle pourrait réussir à faire ça parce qu'elle a été entraînée avec assez d'images de verre rempli ou à moitié rempli? Est-ce qu'elle arriverait à apprendre d'elle-même? Est-ce que c'est un verre à moitié rempli? Du coup elle pourrait déduire ce que c'est un verre rempli? Ou est-ce qu'on est obligé de l'entraîner sur toutes les choses vraiment qu'on peut sortir à la fin? Donc là, c'est la question de la généralisation. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il y a une des hypothèses, parce qu'on fait du deep learning, c'est qu'on n'a pas besoin d'envisager tous les cas possibles. C'est que les opérations mathématiques que je vais faire, elles sont un peu continues. C'est-à-dire que quand je fais une rotation, le point d'à côté, il se trouve à peu près au même endroit, mais un peu à côté. Et en fait, cette continuité-là, elle va mener à ce que justement on généralise à des points de données sur lesquels on n'a jamais appris. Et donc, typiquement, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle va raisonner sur ce qu'est un verre ou un verre rempli, etc. Mais il y a des chances que même si elle n'a jamais vu certains types de données, elle soit capable d'avoir le comportement que nous, on attendrait par rapport à ça. Donc, si je marque un verre rempli, même si elle n'a jamais eu 0 verre rempli ou débordant, c'est pas impossible qu'elle ait déjà vu les mots verre associés à certaines données, les mots remplis, et que lorsqu'on les met ensemble, les opérations mathématiques qui sont effectuées vont conduire à un verre qui déborde. Après, le fait qu'on généralise ou pas, on ne va pas savoir à l'avance, avant de tester, quoi. Donc, du coup, il y a une vraie difficulté, et ça va dépendre. Et, mais en général, on essaye toujours d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre dans lequel avec les données avec lesquelles elle a appris. Par exemple, moi actuellement, je travaille sur la génération d'images satellites. C'est ça mon projet actuel. Et pour ça, je pars d'une intelligence artificielle qui est capable de générer des images, mais qui sont prises sur Internet en général. Il y a peu d'images satellites. Donc en fait, ça ne va pas du tout marcher bien au début. Et mon travail, ça va être de continuer l'apprentissage de cette intelligence artificielle sur une base de données spécialisée en images satellites, de telle manière à améliorer les résultats dans ce type de domaine. Et donc voilà, donc peut-être qu'elle pourrait généraliser, mais s'il n'y a pas eu assez de données ou assez d'informations dans un certain domaine et que ça ne marche pas, eh ben on peut poursuivre l'apprentissage en ayant une base de données spécialisée dans le domaine qui nous intéresse.